Bonjour à tous. D'abord quelques petits rappels. N'oubliez pas de mettre vos portables en mode discret. Ensuite, je vous rappelle que nous avons notre sortie du 18 octobre là, prochain, c'est un jeudi, il y a encore de la place, donc c'est le dernier jour aujourd'hui pour s'inscrire. Ensuite, comme d'habitude, je vous parlerai de la conférence de mercredi prochain. Elle sera présentée par M. Rousseau-Ploto, qui viendra en voisin pratiquement, nous parler de la Russie en 1917. Vous voyez tous à peu près quel va être le sujet, c'est la révolution russe. Donc, M. Rousseau-Ploto est de lui-même d'origine, par sa mère, je crois, d'origine russe. Aujourd'hui, nous accueillons M. de Montduzer, qui est déjà venu à Saint-Jean-de-Luz il y a quelques années. Alors, pour un sujet qu'il connaît bien, puisqu'il est ancien proviseur, il va nous parler d'éducation, en gros, nationale et autres, d'éducation. Bon, on connaît l'état actuel de l'éducation, mais je serais tenté de dire, docteur, quels sont les remèdes? Merci beaucoup. Merci. Oui, effectivement, Étienne Rousseau-Ploto est russe par sa mère. Il eût été là ce soir si sa mère n'avait eu aujourd'hui 100 ans. Et donc il est auprès de sa mère, il passe toute la journée auprès de sa mère, puisque Étienne est un ami depuis très longtemps, il a fait partie des professeurs d'histoire de mon établissement. Parlons donc effectivement d'enseignement. L'état de l'enseignement en France, de l'école maternelle à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les réformes en cours. Vaste programme pour cette conférence. Cet exercice s'apparente à une gageure, mais j'ai grand plaisir à relever le défi, tant le sujet me passionne, sachant toutefois qu'en ce qui concerne le lycée, je n'évoquerai que l'enseignement général. Depuis la mise en place du premier gouvernement d'Édouard Philippe, nous pouvons observer, sans bruit inutile, mais avec beaucoup de rigueur, un réel changement de l'école maternelle, et cela jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est ce dont je vais donc vous parler. Cette action est le fruit d'un profond accord entre le président de la République, le Premier ministre et les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Vous évoquiez tout à l'heure un appel à un docteur et un médecin tant qu'à faire. En fait, le docteur sera le docteur Jean-Michel Blanquer. Opposé à toute idéologie, Jean-Michel Blanquer tire les leçons des erreurs commises avant lui et veut mettre en application les meilleures pratiques et les leçons de la science. Il se fonde notamment sur les enseignements des sciences cognitives ou neurosciences qui appartiennent vraiment à la science, contrairement aux sciences de l'éducation qui, elles, relèvent des sciences molles. Sur elles était fondée l'école des pédagogistes, ceux pour lesquels un ballon est un référentiel bondissant, une piscine
un milieu aquatique profond standardisé, et le verbe dans la phrase, le prédicat. Exit la verbalisation des inférences et l'enchaînement interphrastique. Cette langue ésotérique cache mal la vanité de la pensée. Non à l'égalitarisme primaire, non au pédagogisme qui exige de l'élève qu'il construise lui-même son savoir. Notre ministre n'est pas un conservateur, mais un restaurateur. Chacun est traversé par le dialogue entre la tradition et la modernité, entre l'effort et le plaisir. Nous avons tous besoin, les élèves en premier, de racines et d'ailes. Notre horizon est l'excellence. Nous devons remettre en marche l'ascenseur social et transmettre les connaissances et la culture, n'en déplaise aux ennemis des héritiers, de Pierre Bourdieu à Philippe Mérieux. Leurs préceptes pédagogiques ont très fortement contribué à l'affaissement de l'enseignement français. Ils refusaient la transmission du savoir et lui préféraient le savoir-être et le savoir-faire. L'élève devait s'éveiller par lui-même. Le maître ne devait que l'accompagner, sans rien lui imposer en respectant sa liberté. Il convenait d'éviter que les enfants issus de milieux privilégiés fussent avantagés. Mais en réalité, ce sont tous les élèves qui ont pâti et pâtissent encore de ce funeste rousseauisme attardé. Alors qu'au début des années 1950, 29% des élèves de Normal Sup, Polytechnique, HEC et l'ENA étaient d'origine populaire, ils ne sont plus que 9% 40 années plus tard, et la situation n'a guère évolué. Le pédagogisme doit être éradiqué. Dans ce dessin, les Français font confiance à Jean-Michel Blanquer. Lors de sa venue à l'émission Politique sur France 2, le jeudi 15 février 2018, 71% des téléspectateurs l'ont trouvé convaincant, dont 69% chez les Insoumis, et 69% adhèrent aussi à sa réforme du baccalauréat. Ces scores excellents n'avaient jamais été atteints. Jean-Michel Blanquer en était même ému en pensant en particulier au travail qu'il attend, déterminant pour notre jeunesse et pour notre société. Soyons maintenant précis, concrets. Quelques mots tout d'abord sur l'école maternelle qui deviendra obligatoire dès la rentrée 2019. À compter de cette date, tous les enfants de 3 ans seront tenus d'aller en classe. Certes, 97% des enfants sont déjà inscrits à l'école maternelle à cet âge. Mais dans les quartiers les plus défavorisés, trop souvent, les enfants ne reviennent pas l'après-midi. Et dès cet âge, les différences se creusent entre les élèves n'appartenant pas au même milieu social. Il faut donc que l'école maternelle soit vraiment obligatoire. C'est l'école de l'épanouissement et du langage, précise Jean-Michel Blanquer. Boris Cyrulnik, pédopsychiatre éminent, qui joue un rôle essentiel auprès du ministre de l'Éducation nationale, souligne l'importance de la précocité de la scolarisation des enfants, du fait de la plasticité de son cerveau. Un enfant est capable d'apprendre n'importe quelle langue. À cet âge,
il est stupéfiant d'observer tout ce qu'un enfant peut apprendre. Et ça ne se produit qu'à cette étape de la vie. De là l'importance de l'adaptation de l'école maternelle à ses nouvelles missions. Le chef de l'État y accorde une très grande importance, comme à l'ensemble du système éducatif. L'école est à ses yeux un milieu privilégié de cohésion sociale, de progrès social. Elle doit permettre d'éradiquer le déterminisme social. Comme écrivait Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, un enfant qui ne réalise pas son potentiel, c'est Mozart qu'on assassine. C'est en construisant l'école de la bienveillance qu'on construira une génération qui n'aura plus à céder aux pulsions de mort qui fascinent quelques-uns parce qu'ils n'y ont pas construit leur propre avenir. C'est ce que soulignait le chef de l'État en ouvrant les assises de l'école maternelle au lendemain des crimes de Carcassonne et de Trèbes. La situation de l'école élémentaire. Classement Pearls. Il évalue les performances de lecture des écoliers de CM1. Les résultats sont constamment en baisse depuis 2001. Et lors du dernier classement, la France est en 34e rang sur 151 nations. En Europe, il n'est que 2 pays qui soient derrière nous, la Belgique et Malte. Le système scolaire français a chuté de 14 points en 15 ans. La France est le dernier des pays européens au classement TIMSS qui évalue les performances des élèves de CM1 en mathématiques. C'est dire l'importance des progrès à accomplir, notamment en ce qui concerne la formation initiale et continue des professeurs des écoles. L'école élémentaire requiert aussi des efforts financiers que peuvent rendre possibles des économies dans l'enseignement secondaire. C'est le choix du gouvernement dans le cadre de la loi de finances 2019. Comme l'a précisé Jean-Michel Blanquer, 2600 postes seront supprimés l'an prochain en collège et lycée et 1900 postes seront créés dans le primaire. C'est bien à ce dernier niveau qu'une progression était indispensable, quand la dépense était trop importante dans le secondaire. Le budget de l'éducation nationale progressera cependant de 850 millions d'euros et la baisse des postes ne représentera que 0,2% du personnel enseignant et administratif. L'effectif global de l'éducation nationale dépasse le million de personnes et son budget annuel atteint 51 milliards d'euros. 4 objectifs majeurs sont donnés par Jean-Michel Blanquer à l'école élémentaire. Apprendre aux élèves à lire, à écrire, à compter et à respecter autrui. En mathématiques, il faut viser la maîtrise des 4 opérations, si possible en CP et assurément en CE1. Dans son rapport sur l'enseignement des mathématiques, Cédric Villani, médaillé Fields en 2010, autrement dit prix Nobel, précise qu'à la fin de l'école élémentaire, 42% des élèves n'ont pas acquis les fondements de la discipline. En ce qui concerne les méthodes de travail, il insiste sur le par cœur, le calcul mental et la compréhension des nombres. Le problème fondamental, ajoute Charles Tarossian, inspecteur général des mathématiques et co-auteur du rapport,
Donc le problème fondamental, c'est que les élèves ne savent plus calculer, même au lycée. Pour améliorer le niveau des élèves en mathématiques, il faut d'abord s'attaquer à celui de leurs professeurs. Issus à 80% de la filière des sciences humaines, un tiers des professeurs des écoles ne maîtrisent pas vraiment les mathématiques et le reconnaissent. Cédric Villani préconise la mise en place d'une licence adaptée aux futurs professeurs des écoles, débutant après le baccalauréat et non pas 3 années plus tard. Aujourd'hui, les professeurs des écoles reçoivent en moyenne 80 heures de mathématiques en formation initiale contre 400 à Singapour, pays qui trône en tête des classements en mathématiques. Sans doute faudrait-il multiplier par 5 le volume horaire consacré aux mathématiques en formation initiale des professeurs des écoles. La formation continue doit être aussi revue dans le même esprit. Lorsqu'il a été décidé de recruter les professeurs des écoles à Bac+5, il a été exigé d'eux la préparation d'une licence. Mais, tandis que les instituteurs recevaient après le baccalauréat une formation adaptée à l'enseignement qu'ils allaient dispenser, les professeurs des écoles ont eu le choix de leur licence. La plupart ont choisi la psychologie, la sociologie ou les sciences de l'éducation. Ce n'est pas inutile, mais ils ne sont pas formés à l'enseignement des disciplines des écoles maternelles et élémentaires, contrairement aux professeurs des lycées et des collèges. On retrouve derrière ce choix très malheureux la doxa pédagogiste et la préférence du savoir-faire et du savoir-être au savoir. Il n'est que temps de mettre au point et d'imposer aux futurs professeurs des écoles une licence pluridisciplinaire adaptée à l'enseignement en école maternelle et élémentaire. Cela fait partie des préconisations essentielles de Cédric Villani, et Jean-Michel Blanquer reprend dans son dernier ouvrage intitulé « Construisons ensemble l'école de la confiance » cette proposition. Je m'étonne qu'une telle décision n'ait pas été prise par ses prédécesseurs. Voilà de très nombreuses années que cette réforme est attendue par les véritables pédagogues. Pour l'apprentissage de la lecture, la méthode globale est proscrite. Elle était déjà très largement abandonnée du fait de son échec. C'est la méthode syllabique qui doit être appliquée. Ce choix est fondé essentiellement sur les enseignements des neurosciences et le refus de l'idéologie pédagogiste sur laquelle s'était appuyée la méthode globale. La méthode mixte, qui est encore fréquemment utilisée, doit être désormais abandonnée. C'est un devoir pour tout professeur des écoles d'user de ce qui est vérifié le meilleur pour ses élèves. On ne saurait transiger quand le devenir des enfants est en jeu. Je vais vous indiquer un peu après les dernières préconisations de Jean-Michel Blanquer sur l'école élémentaire qu'il a publiées dans les derniers jours du mois d'avril 2018. Le retour à la dictée, là encore, le bon sens et l'expérience témoignent de son utilité. On a, depuis des décennies, sinon banni, du moins réduit à l'extrême, la dictée, au prétexte que ce serait un exercice idiot, indigne de nos chères têtes blondes et brunes. Il n'y a rien de plus intelligent, de plus formateur, de plus distrayant que la dictée. C'est ce qu'écrit notamment Jacques Julliard. Sous la forme de recopiage solitaire d'un grand écrivain, c'est vraiment un immense plaisir que d'agir ainsi, retranscrire lentement
Patiemment, méditativement, une page de Chateaubriand, de Nerval ou de Colette, c'est s'approprier les tournures, le lexique, les mots, les choses de ces auteurs. Fin de citation. Les mêmes élèves que l'on tient incapables d'écrire une phrase sans faire une faute témoignent d'une rigueur exemplaire quand ils utilisent leur ordinateur. Ils sont alors capables de l'infaillibilité graphique que requiert l'informatique. C'est d'abord et surtout une question de motivation et d'attention. L'attention. Cette prière naturelle que l'on adresse à la vérité pour qu'elle vous éclaire, écrivait Malebranche. Et Jacques Julliard poursuit. L'attention. Priez-la, et la langue française sera sauvée. L'orthographe. C'est aussi la politesse de la langue. Il faut apprendre la politesse aux enfants tout autant qu'aux adultes. Le retour au rythme scolaire et aux activités culturelles adaptées. Voilà encore une direction de bon sens. Ce sont les villes et les villages, les maîtres et les parents qui décident. Dès la rentrée 2017, 43% des communes ont abandonné les prescriptions de M. Vincent Peillot. Depuis, nombre de villes et de villages prévoient d'en faire autant. À la rentrée 2018, la majorité des communes sont revenues à la semaine des 4 jours. Le repos des élèves est mieux assuré et la pratique des arts et des sports est renforcée sous la direction d'un personnel compétent. C'est l'esprit du plan mercredi. Une convention locale est signée entre les communes et les associations et établissements sportifs ou culturels, ce qui permet à tous les enfants, quel que soit leur milieu, de bénéficier vraiment d'une formation sportive et artistique de qualité. Les villes et villages sont aidés et l'Association des maires de France s'en félicite. Le dédoublement des classes de CP relevant de l'éducation prioritaire renforcée, REC+, celles où les élèves sont les plus en difficulté. Ces classes ne peuvent plus dépasser 10 à 12 élèves et cette mesure est prolongée depuis la rentrée 2018 en CE1 et concernera à la rentrée 2019 300 000 élèves. Tous les professeurs des écoles s'accordent à dire que c'est un immense progrès. Le 26 avril 2018, Jean-Michel Blanquer a publié au journal officiel, au bulletin officiel, 4 notes de service signées de sa main sur l'enseignement de l'écriture, de la lecture, de la grammaire, des mathématiques, de la résolution des problèmes. On ne peut être plus précis. Dictée quotidienne, 2 exercices d'écriture par jour de 15 minutes chacun, formation accrue à l'écriture cursive en minuscules, au moins 3 heures par semaine dédiées à la leçon de grammaire et au vocabulaire, utilisation de cahiers à grands carreaux pour la lecture, recours généralisé à la méthode syllabique, recours à un seul manuel de lecture et non pas à des photocopies, études de 5 à 10 livres par an du CP au CE2, 15 minutes de calcul mental par jour, apprentissage par cœur des tables d'addition au CP, permettre aux enfants de savoir compter jusqu'à 30 en fin de maternelle. Le ministre est-il trop directif? Ce n'est pas l'avis du syndicat national des écoles qui, à contre-courant du SNUIP-FSU, le premier syndicat d'enseignants en primaire, adhère à la vision du ministre. Pour Pierre Favre, président du CNE, les recommandations de Jean-Michel Blanquer relèvent tout simplement du bon sens.
avec un livret orange de 130 pages envoyé au printemps à tous les professeurs des écoles de France.